Bienvenue aux conférences mensuelles de la SAF. Vous êtes très nombreux ce soir, bravo, formidable. Alors j'espère que vous avez tous eu le petit livre rouge sur le soleil que j'avais mis à l'entrée. S'il y en a qui ne l'ont pas, j'en ai encore dans mon sac. Hein. Merci au CEA, c'est le CEA qui nous fournit ça. Et il y a aussi quelques programmes des rencontres du ciel et de l'espace pour ceux qui veulent y assister, qui seront disponibles sur le point. Alors, comme d'habitude, on commence par le calendrier des événements astronomiques du mois à venir. Alors, je vous signale deux, trois petites choses. Les amis de Camille Flammarion proposent une conférence sur la dérive des continents à Juvisy. Vous voyez toutes les informations. Toutes ces informations, bien sûr, se retrouvent sur mon site au calendrier. Le parc de Triel commence un cycle d'art et cosmologie des temps anciens le 19 octobre. L'Uranoscope de l'Île-de-France a invité Daniel Briot, que nos amis de la SAF connaissent bien, qui donne des cours d'astronomie à la SAF et qui va nous parler d'astrobiologie. Ça sera le samedi 20 octobre. Jean Eisenstedt de l'Observatoire de Paris, qui organise les séminaires d'histoire de l'astronomie, a invité pour la prochaine session du 24 octobre Jean-Philippe Usan, qui va parler de cosmologie, son domaine préféré. Alors comme je dis toujours, attention, c'est une toute petite salle, la salle de l'atelier. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils ne veulent même pas qu'on fasse beaucoup de publicité pour eux, c'est petit. J'aurai le plaisir, le 26 octobre, au Parc aux Étoiles, de vous donner une conférence sur un tout petit sujet, l'histoire du Big Bang. On va s'éclater. Oui, c'est le cas de le dire, je n'ai pas fait exprès. Oui, bon, d'accord. Pour nos amis de la SAF, la commission de planétologie, la commission de planétologie, oui, je ne me trompe pas, se tiendra le 27 octobre et nous rendrons hommage à Neil Armstrong et on parlera de la conquête spatiale, comment sont recrutés les cosmonautes, pourquoi maintenant on ne saurait plus retourner sur la Lune, c'est comme ça. On savait le faire il y a 50 ans, on a perdu le doigté. Alors, donc, on vous attend. La commission histoire de la SAF se réunit aussi le 27 octobre, mais elle va visiter l'exposition Cassini qui a lieu en ce moment à l'Observatoire de Paris, que je vous conseille d'aller voir. Alors, évidemment, c'est pas ouvert tout le temps, faut réserver à l'avance. C'est un peu dommage, je crois qu'ils sont très pris jusqu'à la fin de l'année, et bon, on verra bien. Alors les rencontres du ciel et de l'espace ont lieu comme tous les 2 ans début novembre, ça sera du 1 au 4 novembre cette année, c'est à la Cité des Sciences, il y aura 150 à 200 conférenciers, c'est toujours très intéressant, et je signale que notre association, la SAF, y participe pour la première fois. Donc, bravo. La prochaine conférence mensuelle de l'IAP, de nos amis de l'IAP, vous savez que l'IAP, la conférence, c'est le premier mardi de novembre, le premier mardi du mois, et nous, le deuxième mercredi. Donc, ça sera le mardi 6 novembre. C'est Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, qui nous parlera justement de changement climatique, variabilité du climat, etc. Voilà, après on arrive en novembre, et voilà ce que je voulais dire. Alors, je voulais vous signaler, je vous ai mis à l'entrée une feuille, la plupart m'ont dit, mais c'est la même que les autres. Non, on a le programme des conférences mensuelles de la SAF a changé légèrement. Jean-Pierre Bibrine, qui devait passer le 14 novembre, doit participer à un séminaire à l'Estec, en Hollande, à cette date-là. Et évidemment, comme il est un des responsables de la mission Mars Express, on ne peut pas tellement l'empêcher d'y aller. Donc, il a essayé de voir, il avait la gentillesse de proposer même de faire un aller-retour
le soir du 14 novembre pour venir nous faire cette conférence, mais il s'est arrangé avec Isabelle Grenier et ils ont réussi à permuter. Donc c'est pour ça que je vous ai distribué le nouveau programme. Si vous en voulez d'autres, j'en ai encore dans ma sacoche. Donc la prochaine conférence mensuelle de la SAF, c'est le 14 novembre et c'est Isabelle Grenier qui, donc vous connaissez sa spécialité, l'astronomie gamma, qui va nous parler de Fermi. Voilà. Alors ce soir, on a le plaisir d'accueillir Roger Maurice Bonnet, une figure très importante de l'espace européen. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous êtes tous là, hein, donc vous connaissez tous. Je sais que dans les années 70-80, il a dirigé ce qui va devenir l'IAS, l'Institut d'astrophysique spatiale, situé à Orsay. Il était à Orsay à l'époque aussi, donc à Verrières-le-Buisson, hein, c'est ça? Mais surtout, sa grande carrière, il l'a fait à partir de 83 avec la toute jeune Agence spatiale européenne dont il prend la direction et il restera directeur 18 ans. Il va lancer de nombreux programmes. À table, il nous a dit quoi, 17 programmes, dont Giotto, Hubble, Huygens, Herschel. Moi, je me rappelle particulièrement son émotion lors du lancement de Herschel, où on était invité donc à l'ESA, rue Marionikis, et où on a vu en direct la fusée Ariane qui transportait dans l'espace Herschel et Planck. Il devient président du COSPAR, directeur de l'International Space Science Institute, officier de la Légion d'honneur, et il reçoit notamment de la part de la SAF la médaille Jules Janssen en 2005. Et alors, un petit signe des dieux, il habite boulevard Arago. Hein. Alors ça, on ne peut pas l'inventer. Donc je passe la parole à notre ami Roger Maurice Bonnet, et je vous souhaite une bonne soirée. Bien, merci beaucoup pour cette remarquable introduction. Et merci beaucoup à vous aussi d'être venus si nombreux ce soir pour entendre un des rares exposés que la SAF a organisé dans les dernières années dédié à notre étoile, le Soleil. Et le sujet de cette conférence est essentiellement de vous parler d'une dernière observation et des derniers résultats qu'on a obtenus sur le Soleil grâce surtout aux meilleurs des télescopes basés au sol et aux meilleurs des satellites qui sont lancés dans l'espace. De la fusion nucléaire au changement climatique, nous allons faire un petit tour, un petit voyage à l'intérieur du Soleil et jusqu'à la Terre pour voir comment le Soleil influe sur nos conditions de vie. Et je vous montrerai aussi ces nouveaux visages du Soleil qui sont tout à fait spectaculaires grâce aux observations de l'espace. Ça, c'est la photo du Soleil qu'on peut recevoir tous les jours. Celle-ci est de ce matin à 8 heures temps universel, c'est-à-dire 10 heures de Paris. Et vous voyez que le Soleil est plutôt semblable à ce que l'on imagine que le Soleil doit être, c'est-à-dire une sphère de gaz avec à certains endroits quelques taches sombres qui sont les taches magnétiques dont je parlerai tout à l'heure. Le Soleil allant Galilée, c'était essentiellement cette même sphère lumineuse qu'il valait mieux ne pas regarder à l'œil nu, puisqu'on se brûlait la rétine. Mais partant de sable, dans le Sahara, on peut voir le Soleil tel quel, avec des taches dessus. Et évidemment aussi la vision que nos ancêtres avaient du Soleil, c'était ce qui se passe pendant une éclipse, lorsque la Lune recouvre le disque brillant de notre étoile. Le premier scientifique à avoir regardé le Soleil et à en avoir fait des images, c'est Galilée, en 1610, qui, utilisant ce qu'il appelait son canocchiale, c'était une espèce de petit télescope qui faisait environ 90 cm de long et avec une lentille d'à peu près 2 cm de diamètre, qui n'était pas guidé sur le Soleil, qui n'était pas guidé sur le ciel, donc il devait à la fois guider sa lunette
et prendre un crayon et un papier et dessiner ce qu'ils voyaient, parce qu'il n'y avait pas non plus ni de détecteur photographique, ni de détecteur photoélectronique, ni de CCD. Et donc, pour ceux qui ont déjà regardé dans un télescope sans avoir de guidage automatique, faire tout ça en même temps, c'est absolument remarquable. Et on voit sur la partie basse à droite les dessins que Galilée a fait lors de ses observations en 1610, il y a donc un peu plus de 400 ans. Pourquoi étudier le Soleil? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des facteurs importants. C'est l'étoile la plus proche, c'est notre étoile, c'est celle qui nous éclaire. Elle représente à peu près presque 100%, à l'exception des masses de Jupiter et de Saturne, qui représentent à peu près 0,4% de la masse du système solaire. Le Soleil représente 99,86%. C'est la plus puissante machine à fusion nucléaire que nous connaissons, et c'est la source de toutes les énergies renouvelables. Désolé pour les écologistes, mais les énergies renouvelables proviennent de la fusion nucléaire à l'intérieur du Soleil. Et le Soleil, vous allez le voir, est toujours aussi mystérieux. Mystérieux parce qu'on l'étudie de mieux en mieux et qu'on découvre toujours des choses qu'on ne comprend pas. Il y a seulement 80 ans, notre étoile était pour les astronomes et les physiciens cette sphère de gaz. Pas plus. On ne savait pas ce qui se passait à l'intérieur, on arrivait à faire des modèles, mais on ne savait même pas, il y a 80 ans, d'où venait l'énergie qui produisait la lumière du Soleil. Il a fallu attendre l'arrivée et les découvertes et les inventions d'Albert Einstein pour s'apercevoir que l'énergie qui émet la lumière à l'intérieur du Soleil, eh bien, c'est la fusion nucléaire de 4 atomes d'hydrogène dans l'atome d'hélium. Un atome d'hélium, et cet atome d'hélium a une masse qui est de 0,7% moins forte que la masse des 4 atomes d'hydrogène. E égale mc2, s'il y a une perte de masse, cette masse doit passer quelque part, c'est l'énergie lumineuse du Soleil. Donc nous sommes éclairés par le Soleil grâce à la conversion et à la perte de masse de cette réaction de fusion thermonucléaire entre l'hydrogène et l'hélium. Donc il y a 80 ans, nous avons commencé à élaborer des modèles, et ce que nous connaissons du Soleil jusqu'à maintenant, c'était des modèles qui nous montrent que l'énergie émise par les réactions de fusion se diffuse par rayonnement, le Soleil se refroidit, et quand la température devient suffisamment basse, près des couches extérieures du volume du Soleil, eh bien l'hydrogène se recombine souvent à l'état d'ion, en état neutre, et la lumière est bloquée. La lumière est bloquée, et donc pour que l'énergie sorte, eh bien, il se produit ce qu'on appelle les mouvements de convection qui se traduisent à la surface du Soleil par l'apparition de la granulation. Vous allez en voir des exemples. Et c'est ce processus qui fait que le Soleil a deux zones. On appelle ça la zone radiative où le Soleil évolue selon les lois de la thermodynamique, et une zone convective où le Soleil est agité de mouvements de convection comme une casserole bouillante. Et c'est la façon dont le Soleil se libère de son énergie produite par les réactions de fusion thermonucléaire. Jusqu'à 1957, la date de lancement du premier satellite artificiel, et un petit peu avant, grâce, vous allez le voir, à des engins assez rudimentaires lancés au-dessus de l'atmosphère terrestre, le Soleil ne nous apparaissait que dans la lumière que nos yeux peuvent recevoir, c'est-à-dire ce qu'on appelle évidemment la lumière visible. Il a fallu attendre de pouvoir accéder aux altitudes supérieures à 30 km pour pouvoir s'apercevoir que le rayonnement visible se prolongeait tant dans l'infrarouge que dans les longueurs d'onde plus courtes, vers l'ultraviolet et plus tard les rayons X, que tout le spectre électromagnétique était un champ de rayonnement pour le Soleil. Et donc, pour pouvoir observer ce rayonnement, il fallait s'élever au-dessus des couches de l'atmosphère terrestre qui absorbe ce rayonnement ultraviolet. Les molécules et les atomes, l'oxygène, l'azote en particulier, sont des absorbants très puissants du rayonnement ultraviolet du Soleil. Heureusement pour nous, car sans cela, l'ozone en particulier est un absorbant très puissant aussi. Nous serions totalement brûlés par le rayonnement ultraviolet, et des modifications, des cancers, des modifications génétiques se produiraient à raison de ces rayonnements ultraviolets.
La puissance des observations spatiales, c'est aussi de regarder donc à travers ces longueurs d'onde, et ces longueurs d'onde, cette lumière du rayonnement ultraviolet et surtout du rayonnement X, provient de couches qui se situent au-dessus du Soleil. C'est-à-dire que vous voyez ici une image magnifique de la couronne solaire, vous voyez la partie blanche extérieure qu'on appelle la couronne diffuse, dont la structure est plutôt modelée par le champ magnétique, je vais y revenir dans quelques instants, et puis ce qu'on appelle la chromosphère, parce que c'est une zone colorée, elle est colorée en rouge du fait du rayonnement de l'atome d'hydrogène, dans le rayonnement H-alpha, et ce rayonnement rouge se produit dans ce qu'on appelle la zone de la chromosphère. Ce sont des appellations qui sont aujourd'hui un peu dépassées, tant ces zones se mélangent les unes aux autres, et qu'elles sont agitées, comme vous allez le voir, de mouvements extrêmement fréquents et importants. Mais lorsque l'on regarde le Soleil à plusieurs couleurs, on sonde des étages différents de la structure du Soleil. Dans la lumière visible, on regarde une sphère de gaz dont la température moyenne est d'environ 5700 degrés. Si on regarde le Soleil avec un filtre qui filtre de la lumière de plus en plus dure, de plus en plus ultraviolette, de plus en plus vers les rayons X, à ce moment-là, on observe des couches de plus en plus chaudes, car ce rayonnement provient de couches de plus en plus élevées, et on commence à s'apercevoir que la surface du Soleil ne correspond plus du tout à cette sphère bien uniforme de gaz chaud, mais que plus on s'élève dans l'atmosphère solaire, plus cette structure devient complexe et totalement inhomogène. Vous voyez ici une image dans les rayons X très mous, dans l'ultraviolet lointain, qui sont des zones à 1,3 million de degrés, un peu plus bas en longueur d'onde. Ce sont les ions du fer 11 et qui émettent cette lumière. C'est donc déjà une température très élevée de 1,6 million de degrés. Et puis on peut aller jusqu'à 2 millions de degrés dans les rayonnements émis par les atomes les plus ionisés. Et on peut même atteindre, c'est une photo du satellite japonais Yogo, des températures supérieures à 2 millions de degrés. Pour observer ce rayonnement, les scientifiques, depuis fort longtemps, enfin depuis qu'on sait qu'on peut aller au-dessus de l'atmosphère terrestre avec des ballons ou d'autres moyens, se sont intéressés à lancer des spectromètres. L'un de ceux-ci, c'était le professeur Karl Otto Kippenheuer, que j'ai bien connu, qui était un des conseillers scientifiques de l'ESRO, qui était la première incarnation de l'Agence spatiale européenne, qui m'avait expliqué que lui, en 1900, juste après la guerre, il avait récupéré les grosses Bertha qui bombardaient Paris à 120 km de distance, et lui ne dirigeait pas son canon, le canon de la grosse Bertha vers Paris, mais vers le ciel, et il avait réussi à mettre des spectromètres dans le canon de cette grosse Bertha, et il essayait de les récupérer d'aide de parachute, mais malheureusement ces parachutes ne fonctionnaient jamais, et donc il n'a jamais pu observer quoi que ce soit, mais il avait quand même pris l'initiative de le faire. D'ailleurs, il n'a pas été le seul à subir de tels avatars. Tous ses successeurs, en particulier ceux qui ont utilisé la fusée allemande V2 qui avait été construite par von Braun. Après la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, ce même Karl Otto Kippenheuer a essayé de rééditer son exploit en utilisant la V2, mais les V2 qui restaient, et qu'on avait à peu près 120, ont été envoyés aux États-Unis, et ce sont les militaires du Naval Research Laboratory, à Washington, qui ont utilisé ce V2 et ont fait les premières images du spectre ultraviolet du Soleil, de la lumière ultraviolette du Soleil, que vous voyez ici sur la gauche. Et personnellement, j'ai utilisé la version française du V2, qui s'appelait la fusée Véronique, que j'ai lancée 5 fois au Sahara, et grâce à laquelle, après 3 tirs parfaitement réussis, j'ai pu obtenir des résultats suffisamment importants pour pouvoir passer une thèse d'État, et ça c'était en 1967, et la thèse devait se passer en 1968. Et passer une thèse en 1968, ça se passait comme ça. Donc, voilà. Dans cet environnement, et je me rappelle avoir déposé ma thèse sur le bureau de M. Kassler, il avait passé la nuit à négocier avec les étudiants, et il m'avait quand même reçu dans son bureau pour discuter de ma thèse. J'ai donc écrit ma thèse pendant la nuit, et pendant le jour, j'essayais de regarder ce qui se passait dans les rues.
Et puis, j'ai voulu présenter ma thèse au secrétariat de l'université. Le secrétariat de l'université était ouvert, mais il était inaccessible parce qu'il y avait des manifestations tout autour et des CRS tout autour. J'ai donc dû faire un petit peu comme Dany Leroux. Je me suis adressé à un policier, un CRS, non pas de façon agressive, mais plutôt de façon modeste, en lui demandant si je pouvais entrer dans l'université. Il m'a dit non, non, vous ne pouvez pas. Je lui ai dit, mais monsieur, il faut que je dépose ma thèse sur le comptoir de l'administration, et si je ne le fais pas aujourd'hui, je ne pourrai pas passer ma thèse. C'est quoi une thèse, m'a-t-il? J'ai dû lui expliquer, j'ai négocié avec le CRS, et puis à la fin, il m'a dit, non, vous ne pouvez pas, je suis désolé. Je lui ai dit, monsieur le CRS, vous ne pourriez pas, vous, la déposer vous-même au secrétariat de l'université? Il dit, oh, ben, je vais essayer, vous me dites où c'est, ben, je lui ai expliqué, et puis il est allé déposer ma thèse au secrétariat de l'université. J'ai donc passé ma thèse le 19 juillet 1968, ce qui est une date bizarre, d'abord parce que c'était en 68, ensuite le 19 juillet, l'université en principe fermée, tout le monde est en vacances, mais ce jour-là c'était ouvert, et grâce à la police, j'ai pu passer ma thèse ce jour-là. Voilà. Donc, petite parenthèse sur les avatars d'un chercheur dans les années 60, surtout en train de regarder le soleil. Depuis ce temps, l'espace a fait des progrès considérables. Il y a eu une vingtaine d'observatoires majeurs qui ont été lancés, surtout aux États-Unis pour observer le soleil, mais aussi au Japon et plus tard en Europe. Vous allez en voir quelques exemples. Ceci est une évocation du satellite japonais Yogo qui a été lancé en 1991 et qui était le premier grand observatoire japonais d'observation du soleil avec une résolution remarquable qui a permis d'observer ces images de la couronne, vous voyez, au-dessus du disque solaire, en dehors des éclipses, car le rayonnement X du soleil est émis surtout dans la couronne. Et puis, dans les années 80, un certain nombre de chercheurs que j'ai pu côtoyer et l'ESA ont construit un satellite qui s'appelle